Bonjour à tous. Pour vous dire que j'ai commencé par déformer le sujet qui m'était présenté. Je fais à peu près rien comme tout le monde, donc ça n'a pas changé. Je l'ai étendu un peu à juste le sport pour personnes en situation de handicap, les freins législatifs, parce que s'enfermer sur le sport santé, c'était un peu trop étroit à mon goût, donc je l'ai étendu. Pour vous dire aussi que j'ai des multiples casquettes dont je vais me servir aujourd'hui. La première, celle de docteur en droit et ingénieur de recherche au CNRS, qui explique que je traite les freins législatifs. Mais comme vous le voyez, j'ai des savoirs expérientiels en matière de handicap. Mes roues me permettent de ne pas le cacher. Mais j'ai aussi des savoirs expérientiels en matière sportive, puisque j'ai été sportive de haut niveau. Je suis aujourd'hui dirigeante de la Fédération française handisport. Et dernière petite casquette, je fais partie de ces fous qui sont allés voir l'ISPC en disant à François et à Constance, je veux continuer à faire du karaté, donc il faut réparer mon coude. Donc ils ont réussi à réparer mon coude et je fais toujours du karaté. Mais tout ça, ça me permet en fait d'avoir une vision un peu globale de ce que je vais vous présenter ici. Et ben, soit c'est mon... Ah si j'y arrive, c'est magique. Donc le premier point qui me coûte en tant que personne en situation de handicap, c'est en fait de dire qu'un sportif en situation de handicap, finalement, c'est avant tout une personne en situation de handicap. Et croyez-moi, ça me coûte parce que toute ma vie, je me suis construit autour d'une identité athlétique en disant que j'étais d'abord une personne, d'abord un sportif qui se déplaçait de façon différente. Mais les recherches de Paraperf et puis m'ont fait comprendre qu'en fait, si on voulait faire progresser la question de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap, il fallait rentrer par l'entrée handicap, parce que c'est celle qui pose le plus de problèmes et c'est là où il y a des freins à lever. Donc une personne en situation de handicap qui fait du sport, il y a deux difficultés. Il y a la question de l'accessibilité et de la compensation. L'accessibilité des équipements, l'accessibilité des pratiques et les compensations, soit techniques, soit humaines. En tant que juriste aussi, une personne en situation de handicap, c'est en fait une personne titulaire de deux droits distincts. Sur une même personne, il y a deux types de droits, le droit du sport et le droit du handicap. Ça, c'est relativement fréquent en droit, mais le problème, et c'est toute la difficulté, c'est que ces deux droits qui, au départ, s'ignorent, ou en tout cas sont très éloignés les uns des autres. Pourquoi ? Parce que le droit du sport laisse une place mineure au handicap, et inversement, parce que le handicap laisse une place mineure au sport. Donc avec ça, on est mal parti. C'est le premier constat que vous aurez. Le droit du sport, il laisse une place mineure au handicap pour des raisons d'accessibilité, tout d'abord. La statistique du ministère des Sports, qui j'espère a évolué, elle est relativement ancienne, déclarait que seuls 6% des équipements sportifs étaient complètement accessibles. Quand je dis complètement accessibles, c'est-à-dire l'endroit où on fait du sport, mais aussi les vestiaires, les toilettes, parce que oui, ils oublient toujours les toilettes, les parkings et les stationnements. Ensuite, il y a un certain nombre d'exclusions en droit, parce que souvent, un principe est assorti d'exclusions, voire il y a plus d'exclusions d'ailleurs que de principes. Et c'est le problème aussi sur les équipements sportifs, parce que, par exemple, les installations ouvertes au public ne sont pas soumises à la loi d'accessibilité donc de 2005, puisqu'on considère que ces établissements, ils relèvent de l'exception. Donc ça veut dire que toutes les pistes de BMX, tous les skateparks, toutes les installations ouvertes n'entrent pas dans l'obligation d'accessibilité qui a été posée par la loi de 2005. Ensuite, quand on regarde aussi les contrats de délégation aux fédérations sportives homologues, on se rend compte que très peu d'entre elles prévoient de façon systématique soit une collaboration, soit des programmes avec des fédérations spécifiques. Et on se rend compte ensuite, si on regarde dans la réglementation des équipements, que vous avez un certain nombre de réglementations qui sont faites pour les personnes valides, mais pas forcément pour les personnes en situation de handicap. Un exemple très concret, les parquets de basket, on vous donne des qualités pour le revêtement, notamment pour permettre les rebonds, tout ça, et pour éviter que
que, entre guillemets, les joueurs debout s'abîment, sauf que ces mêmes indications, elles sont complètement contraires à la question de pratique en fauteuil roulant. Et ça, c'est carrément absent des réglementations. Donc on voit bien que le droit du sport n'a pas intégré cette question de handicap. Inversement, la question du handicap n'a pas non plus intégré la question sportive. Pourquoi ? Parce que la compensation technique, elle reste négligée. Aujourd'hui, acheter un fauteuil roulant de sport, c'est remboursé 558,99 € par la Sécu. Et ça coûte à peu près, j'ai changé de mien récemment, 8 000 €. Donc le gap, c'est les mutuelles et puis votre argent à vous. Donc c'est un peu compliqué. Et pire encore, sur le grand appareillage orthopédique, il n'y a pas de remboursement de la sécurité sociale et il y a encore une TVA majorée à 19,6. Elle n'est même pas passée à 5,5. Donc on voit bien la difficulté et on voit bien que les compensations techniques indispensables à la pratique sportive, elles ne sont pas du tout à la portée de tous. La compensation humaine, de la même façon, elle est complètement inexistante. Dans la PCH, donc la prestation de compensation du handicap, il n'y a pas de prise en compte des projets sportifs. Les projets sportifs sont englobés dans l'accès à la vie sociale. Super, et dans le paquet accès à la vie sociale, vous êtes censé faire tout au maximum en 30 heures. Alors, je ne sais pas comment ils font, moi, c'est pas possible, ça ne rentre pas dans 30 heures. Hein, parce que là-dedans, il y a loisirs, culture et vie associative. Donc, je pense qu'il ne faut rien faire pour arriver à rentrer dans 30 heures. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais heureusement, il y a des signes de rapprochement. Parce que sinon, on serait dépressif. Les signes de rapprochement, ils naissent justement de la fameuse réglementation sport-santé dont on a parlé hier et aujourd'hui. Donc, sport sur ordonnance avec le décret, c'est bien la première fois qu'on a en fait, on considère quelque chose de non médicamenteux comme une thérapeutique possible. Donc ça, c'est très intéressant. Le principe, c'est que Sport sur ordonnance propose de façon schématique à un patient ayant une infection de longue durée ou une maladie chronique une activité physique adaptée prescrite par un médecin dans le cadre d'un parcours de soins. Donc le principe en soi, tout va bien. La mise en application, elle est un peu plus difficile. Mise en application difficile à cause de quoi ? D'abord d'une connaissance limitée des activités physiques adaptées par les prescripteurs. Parce que tout ça, il faut connaître les activités physiques et il faut savoir aussi ce qui est pratiqué dans la proximité immédiate du patient. Ensuite, il y a des champs de compétences qui restent limités par notamment par les limitations fonctionnelles déterminées par les patients et notamment ça limite largement le champ d'intervention possible des APAS pour les patients à limitation fonctionnelle sévère. Et je pense que c'est pas une bonne idée dans la mesure où peut-être par l'activité physique adaptée, justement, on peut faire revenir certains patients qui ont quitté les parcours de soins et passer par la PAS, ça permet d'éviter une trop forte médicalisation. Et évidemment, l'autre frein, c'est l'absence de remboursement par la sécurité sociale. D'autres pistes sont à exploiter. Le zéro reste à charge, évidemment, pour le matériel sportif. François Genet est le plus grand porteur que je connaisse de ce projet. Ensuite, il y a aussi d'autres possibilités, comme avoir des référents dans les MDPH explicites pour la question sportive. Ça se fait dans certaines MDPH et on se rend compte de l'efficacité du système, notamment parce qu'il y a un parc de matériel, notamment parce que du coup on comprend les nécessités de compensation et évidemment, il faudrait avoir une référence explicite au sport dans ce qui est l'évaluation de la PCH pour vraiment permettre aux personnes qui veulent pratiquer du sport de mettre en œuvre les compensations. Parce qu'aujourd'hui, les compensations, c'est un beau principe sur le papier, c'est pas une réalité quotidienne. Je vous remercie pour votre attention. Bon ben Maïane, t'as rattrapé le retard. C'est comme ça, on est sportif. Du coup, on a le temps pour des questions, s'il y a des questions. Ouais,
Excusez, j'étais surpris, je croyais que la TVA était passée à 5,5 justement au mois de juillet. C'est pas le cas? Je crois pas. Bon, ou sinon, c'est tout récent et je l'ai pas vu passer. Parce que moi, je l'ai constaté avec les lames de course. En fait, sur nos factures, c'est appliqué depuis juillet. Ah bon, alors c'est que j'ai zappé le truc. Mais malgré tout, le fait que ça soit pas complètement remboursé, enfin, que ça soit pas du tout remboursé, ça reste un problème. Moi, j'avais une question par rapport à la MDPH. Donc, je suis ergothérapeute à l'HAD de la PHP. Je voulais savoir si, par le biais d'un argumentaire, notamment de la part de l'ergo et pourquoi pas du médecin, est-ce qu'un fauteuil roulant ou une adaptation peut être prise en charge par la MDPH ? En réalité, dans le cadre de la PCH, sur le principe, tout peut être pris en charge. La difficulté des MDPH aujourd'hui, c'est déjà l'aspect départemental. Donc, ce qui va être pris en charge par un département va pas forcément l'être pour l'autre. Et le problème, c'est surtout qu'on n'a pas de guide concret pour expliciter les besoins. Donc évidemment, votre argumentaire va jouer, mais le gros problème, c'est que c'est personne dépendant, et c'est toute la difficulté. Et aujourd'hui, ce que j'ai pu, à travers mes recherches, voir dans les MDPH, c'est justement, avec l'absence en fait de spécialistes de sport, ils comprennent pas du tout les besoins spécifiques. Et justement, faut beaucoup pouvoir les argumenter, et j'allais dire même concrètement connaître leur vocabulaire, parce que le problème, c'est qu'ils réagissent à des mots-clés. Donc si vous parlez leur langue, tout va bien, puis si vous parlez pas leur langue, votre besoin peut exister, mais il n'est pas entendu. Depuis combien d'années la part de la Sécu n'a pas été revalorisée pour les fauteuils? Parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes pour un fauteuil classique pour le déplacement que pour les fauteuils de sport. Ouais, c'est les mêmes. Le seul avantage, par exemple, par rapport aux prothèses, c'est que malgré tout, on a réussi à dédoubler le forfait. Mais ça reste très loin des réalités de ce qu'on a besoin et de ce que demande le matériel aujourd'hui. Sûrement que c'est très compliqué, hein. Il y a des argumentaires faits par les impôts, mais il y a beaucoup de nombre de patients faire beaucoup de cagnottes en ligne pour pouvoir se faire financer d'abord leur fauteuil personnel et en même temps leur fauteuil de sport. Ah non, mais le problème, c'est que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et que quand vous parlez avec les MDPH, la majorité d'entre elles sont parfaitement conscientes de la nécessité du truc, mais elles vous disent déjà, on n'arrive pas à financer ce qu'il faut financer dans les termes de besoins vitaux de vie quotidienne, donc on n'arrive pas à financer le reste. Mais pour moi, ça ouvre une autre question qui est cette loi de 2005, c'était un beau principe, hein, accessibilité, compensation, mais on ne s'est pas donné les moyens de le mettre en œuvre. Donc à un moment donné, moi c'est vrai qu'une de mes pistes de recherche, c'est de mettre capacitation à l'autre bout, c'est-à-dire finalement de mettre la personne en situation de handicap, de la nécessité d'exercer un choix. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens, en fait, sur le principe, vous avez accès à tout, alors que concrètement, vous avez accès à rien. C'est le gros problème. On voit sur Nantes, effectivement, de quoi dans le pays, ils ont besoin de 16 000 € pour enlever leur part de fauteuil pour l'initiation au du fauteuil. Effectivement, ils sont sur des principes de cagnotte, de financeurs privés. Ils ont fait des demandes au niveau de la MDPH. Pour l'instant, on n'a pas de réponse, c'est très compliqué. Parce que nous, si on veut initier nos patients des centres vers les structures, effectivement, souvent la problématique du fauteuil pas adapté, pas à la bonne taille. Donc il y a aussi ce frein qui permet aussi aux patients de dire j'aimerais bien, mais je ne peux pas parce que je fais un 90. Aujourd'hui, je n'ai pas les fauteuils adaptés et les clubs n'ont pas la possibilité de proposer des fauteuils adaptés à la grandeur de la personne. Je crois que Brian, ergothérapeute aussi, a une réponse à donner à Non, ça. c'est juste le gros enjeu sur les institutions, c'est de trouver du matériel de prêt. Après, sur le financement, en fait, la thématique qu'il y a, c'est que les fauteuils actifs, qui sont utilisés dans les vies de tous les jours, ce sont la même ligne de financement que les fauteuils de sport. Donc ça, c'est le gros enjeu, c'est de dissocier et de différencier ça. Il y a des contacts avec les MDPH. Et après, pour revenir sur le prêt de matériel, c'est pareil, il faut que le temps que la personne puisse l'essayer, et souvent acheter un fauteuil à 10 000, c'est très compliqué. Donc les fauteuils un peu multi-réglables, multi-positions peuvent être intéressants pour un peu s'approprier le matériel avant de partir sur un schéma définitif. Et là aussi, l'enjeu, c'est que les collectivités, ou comme ça a été vu hier avec le CPSF notamment, d'essayer de trouver
des organismes pour financer le matériel et le mettre à disposition des clubs pour faire cette initiation avant de lancer les achats. Non, mais je sais ce qui a marché, c'est la MDPH Belfort qui a justement ce référent handicap, qui a tout un parc de matériel à prêter. Et je sais que je sais puisque je suis dedans du coup, que la FFH, on travaille à effectivement trouver des systèmes, pour qu'il y ait des prêts plus faciles, parce que effectivement l'enjeu c'est ça, et puis c'est tout simplement de s'essayer à la discipline, hein, parce que moi j'ai vu combien de gens acheter le fauteuil, réussir à le financer, puis finalement se dire ah ben le badminton c'est pas pour moi parce que j'ai pas d'abdos et tout, et le problème c'est que essai erreur à 8 000 €, on n'a pas trop les moyens quoi. Oui, avant de poser ma question, je voudrais juste faire 2 observations. Déjà tout à l'heure, hier, on avait parlé assez longuement sur l'accessibilité qui était un enjeu énorme dans notre société. Tout à l'heure, le docteur, je ne me souviens plus de son nom, je suis perdue là, qui a parlé de le déplacement actif, hein, ce qui fait, ça déduit une accessibilité de notre société, sinon on ne pourrait pas rentrer dans une prévention primaire. Et hier, l'intervention de monsieur, ça c'est ma question, l'intervention de monsieur Bardon Didier, il avait parlé de la nécessité de la prise en charge de l'équipe thérapeutique, doit s'approprier des caractéristiques du sport pour accompagner le futur sportif. Alors, ma question, est-ce que une prise de conscience est imposée dans le milieu médical? Est-ce qu'il y a un dispositif, un projet de formation, puisque Méane a bien spécifié l'importance de ces connaissances pour aller vers le sport santé? D'après ce que moi je sais, les formations commencent effectivement à se développer. Je pense aussi qu'elles sont à peine au début du développement, mais voilà, c'est tout l'enjeu des parcours de soins et de santé mêlés, c'est que maintenant, effectivement, on commence à pouvoir se parler, les patients experts, etc. Donc effectivement, il y a une forme de dialogue qui s'installe, mais c'est long, et le juriste va vous dire, c'est aussi un apprentissage de la démocratie qui est en train de se faire. J'ai peut-être juste une dernière remarque, moi je m'en profite aussi du coup, j'ai le micro. Justement, là en ce moment, on sait que ça bouge quand même pas mal au niveau politique sur le domaine des aides techniques. On sait que la CNSA, MDPH, donc intègre la 5e branche de l'assurance maladie. On sait qu'ils sont en train de réfléchir sur des nouveaux codes LPPR sur un ensemble d'aides techniques. Est-ce que c'est pas le moment justement d'aller faire du lobbying au niveau ministériel pour pousser en fait sur des remboursements plus importants? Et du fait, comme ça, intégrer assurance maladie, que ça soit accessible à tous d'un département à l'autre, justement, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas des actions à mener à ce niveau-là? Le lobbying, c'est ce qu'en tout cas la Fédération française handisport fait de façon régulière. Le but de la recherche est aussi de lever des lièvres comme je le fais, c'est effectivement pousser les gens à réfléchir sur ce type de questions. Et oui, l'avantage du levier du droit, c'est qu'il est beaucoup plus systémique et que oui, il faut se servir du tremplin que représente Paris 2024 pour que ça change, et pour que ça change non pas seulement pour le sportif de haut niveau, pour la vitrine, mais si on arrive à faire changer le droit, ça changera pour tout le monde. En effet, il y a des travaux qui sont en cours et qui lient en fait le milieu médical, le milieu politique et le milieu fédéral pour faire avancer tout ce qui est remboursement, mais aussi accessibilité, etc. Donc les liens se créent et se structurent et se construisent et petit à petit. Mais c'est en cours. Moi, je me permets, je prends du retard, mais bon, j'ai le micro. Du coup, je me permets. C'est pas très démocratique. Non, parce qu'on parle beaucoup d'activité physique dans un objectif de prévention, dans un objectif thérapeutique, dans un objectif de santé. Est-ce que, en tant que personne en situation de handicap, c'est ta définition de la pratique d'activité physique et du sport, la prescription?
Non, la prescription, non, parce que je suis absolument hermétique au corps médical, j'en suis désolée. Tu es à peu près la seule qui a réussi à me convaincre que je pouvais parler à des médecins. Donc j'ai beaucoup progressé en contact avec l'ISPC. Je me suis améliorée là-dessus, mais avant je courais dans l'autre sens, en fait. Et justement, je crois que c'est la grosse difficulté aujourd'hui. C'est le fait d'interdire par exemple aux APAS sur les limitations médicales sévères là, d'intervenir, c'est très compliqué parce que dès qu'on a une approche santé, du coup on retombe dans l'approche handicap, maladie et ça nous retombe dessus. Moi, je fais une activité physique parce qu'elle m'éclate et de façon tout à fait déraisonnable. Hein. J'entends, docteur, qu'il faut avoir des objectifs atteignables et tout, mais moi, ce qui me fait marrer dans la vie, c'est justement d'arriver à des trucs inatteignables, parce que des trucs atteignables, c'est pas rigolo, quoi. Faire le ménage, honnêtement, je comprends l'intérêt, c'est pas rigolo. J'ai kiffé beaucoup plus l'idée de me dire que j'allais faire du karaté. Donc, effectivement, j'entends la nécessité d'avoir un discours là-dessus, mais il faut tester son patient et voir s'il est en capacité d'entendre soit un discours, on va dire, plus modéré, soit un discours un peu plus punchy et un peu plus original. Et je pense que, voilà, du coup, c'est aussi ma vision de personne qui est née avec un handicap. C'est-à-dire que toute ma vie, on m'a au départ limité par oui, tu es l'IMC quadriplégique et tout ça. Et toute mon identité, elle s'est faite autour de ça. Et elle a changé à partir du moment où j'ai fait de la natation et où je suis devenue une championne de natation. Et où j'ai arrêté d'être juste l'IMC quadriplégique. Donc moi, je suis totalement hermétique au discours... au discours vraiment santé, et ce qui me fait kiffer, malheureusement, c'est un peu les discours fous, donc je te dis la vérité. Mais ça, il faut tester en fonction de chaque patient, je pense. Hein. C'est exactement ce que je voulais entendre. Une intervention très rapide, Emmanuel Buchou de la Fédé Handisport. Donc voilà. Sur le sujet équipement sportif et côté mutualisation, la fédération et moi en partie, on a travaillé sur les équipements sportifs parce que c'était pas suffisamment connu et a priori dans cette salle c'est toujours pas suffisamment connu. L'Agence nationale du sport, depuis 2005, depuis la loi de 2005, donc depuis 2006, a dans ses crédits de financement d'équipements sportifs une ligne pour la mise en accessibilité des équipements, mais aussi sur l'achat de matériel lourd au-delà de 500 €. Donc les fauteuils de rugby, les fauteuils de basket, les fauteuils tout-terrain dont on parlera cet après-midi, etc. C'est complètement là-dedans. Et la Fédération Handisport, on a mis en place aussi une démarche de mutualisation, de plateforme de mutualisation de matériel pour justement permettre, ce qui a été mis là comme frein, de lever ce frein en disant on peut commencer la pratique, s'essayer avant d'acheter tout seul son fauteuil à 8 000 €. Être sûr que la pratique nous convienne, qu'est-ce qu'il nous faut comme fauteuil, qu'est-ce qu'on peut essayer, etc. Et pour votre information, donc ça fait 2 ans, donc depuis qu'on s'est un peu saisi du dossier, que l'enveloppe des 2 millions € par an de l'agence est consommée en totalité. Jusque-là, elle n'était jamais consommée en totalité. Donc il y a des crédits qui dorment, qui ne sont pas utilisés. Donc le club de quad rugby de Nantes, il faudra qu'il se retourne vers moi à la Fédé, je l'accompagnerai, il n'y a pas de souci, on montera le dossier ensemble, en sachant que le dossier c'est minimum 12 500 €. Et depuis 2 ans, le taux de financement est passé de 50% du coût du matériel à 80%. Donc on parle de vraies opportunités, on ne parle pas de saupoudrage, on parle de vrais effets de seuil de financement. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui sont malheureusement pas assez connues, donc je pense que c'était important que je vous donne cette information. Allez sur le site de l'Agence du sport, contactez le SDJES, donc Jeunesse Engagement Sport, ou bien la DRAGES, la direction régionale, pour avoir les informations. Et pour ce qui est des structures affiliées en handisport, vous pouvez prendre contact directement avec moi pour pouvoir avancer les projets. Merci beaucoup. En effet, les messages passent. C'est super.